Donc, je suis Aude Guo, je suis cofondatrice d'Innovafeed, qui est une entreprise de biotechnologie. Et on produit en fait des nutriments à base d'insectes pour l'alimentation animale et l'alimentation des plantes. Innovafeed produit des nutriments à base d'insectes pour la nutrition animale et la nutrition des sols. D'accord, et ça veut dire qu'on met des protéines dans les sols? Ah, absolument. Alors en fait, ce qu'on fait globalement, c'est on développe des technologies d'élevage à très grande échelle pour élever et transformer des insectes en nutriments. En quel type de nutriments? Donc il y a des nutriments, la protéine ou des huiles qui vont dans la nutrition animale. Et ensuite, les issues d'élevage, donc le lisier, les déjections d'insectes en fait, contiennent encore d'autres nutriments, du carbone, du potassium, etc. et qu'on va réinjecter dans les sols comme un engrais organique. Donc c'est pour ça qu'on nourrit à la fois les animaux et le sol. Je pose la question volontairement un peu provocatrice, mais pourquoi le sol normalement n'a pas besoin de protéines? Et si le sol est naturellement alimenté par les protéines, puisqu'il y a des animaux dans la terre et donc ça se mélange donc... Alors dans l'agriculture, en fait, si la nutrition du sol est extrêmement importante, parce que c'est ça qui donne ensuite les nutriments qui vont ensuite dans les plantes. Et donc classiquement aujourd'hui, ce qu'on fait dans les champs, on va amener des engrais. Donc les engrais, il y a très longtemps, c'était des engrais, effectivement, c'était du lisier. Aujourd'hui, en fait, on amène beaucoup d'engrais chimiques. Et donc ces engrais-là apportent du carbone, de l'azote, qui est une forme quand on parle de protéines, on parle en fait d'azote, de potassium, un certain nombre de nutriments qui permettent d'enrichir ces sols et qui permettent de donner aux plantes de quoi elles ont besoin pour croître. Donc la nutrition des sols est un enjeu absolument critique pour l'agriculture et on fait pousser des plantes de qualité parce qu'on a des sols de qualité. L'alimentation animale, je lisais que c'était aussi pour la volaille, donc ce que vous prépariez, mais de mémoire, je ne vois pas de la volaille manger des protéines. Alors, donc si, donc tout animal, nous, on en fait partie, on a besoin de différentes choses dans notre alimentation pour avoir une nutrition équilibrée. Et la volaille, le poulet, dans la nature, pas seulement dans la nature d'ailleurs, mais la volaille a besoin de protéines. D'où elle le trouve initialement. Comment je raconte cette histoire-là, mais Pourquoi je te pose la question? Évidemment en résonance avec la vache folle, c'est-à-dire que a priori c'est un herbivore, la vache, il n'y a pas de protéines dans la vache, je veux dire dans l'alimentation de la vache. Alors c'est là où je me dis, à chaque fois que j'ai écouté les vidéos là, donc sur ce que vous faites, je me disais, ouais mais ça, dans l'imaginaire des gens ça coince. Alors, je pense déjà pour revenir sur ce que nous on fait, pourquoi on a choisi les insectes pour nourrir les animaux. D'abord, ce qui nous a envie de donner de naissance à ce projet-là, c'est la nutrition des poissons. Donc avant tout, nos protéines, qui est la source principale de nutriments qu'on produit, va nourrir les poissons et les fruits de mer, enfin les crustacés, quoi. Et les poissons dans la nature se nourrissent en fait ont besoin de protéines et les vaches ont besoin de protéines, tout le monde a besoin de protéines. Seulement, l'origine des protéines est différente selon le type d'animal. La vache, dans la nature, se nourrit en effet, est plutôt herbivore et donc a besoin de protéines d'origine végétale. Donc, se nourrit d'origine végétale. Le problème de la vache folle vient du fait qu'on a remplacé les protéines végétales par des protéines animales. Et ce qui est encore plus problématique, c'est les protéines issues de la vache. Quelque part, la vache mangeait la vache. Et ça, on avait des problèmes d'accumulation de certains types de protéines, on appelait les prions, qui sont présents chez la vache. Et en fait, c'est l'accumul de ces prions-là qui causait les problèmes de vache folle. Les espèces comme le poisson a besoin de protéines d'origine animale. Le poisson comme le saumon, par exemple, dans la nature, lorsqu'il est en rivière, se nourrissent d'insectes. Et lorsqu'il est en océan, se nourrissent de petits poissons. Et donc, aujourd'hui, au contraire, on est en train de remplacer une partie de cette protéine par la protéine végétale, du soja, ou par des protéines issues de la pêche, mais qui
qui en fait crée de la surexploitation des océans. Et globalement, il n'y a plus suffisamment de petits poissons. Donc, quand on parle de petits poissons, c'est les anchois ou la sardine qu'on pêche au Chili, au Pérou. Donc en fait, on pêche des petits poissons pour nourrir les gros poissons. Et aujourd'hui, on n'a plus suffisamment de petits poissons dans les océans pour pouvoir nourrir ces poissons-là qui servent ensuite à nourrir une population qui demande toujours plus de poissons, plus de viande, quoi. Donc, et l'origine du projet, et nous, ce qu'on a voulu faire avec les insectes, c'est justement de retrouver un modèle plus naturel. Les poissons dans la nature se nourrissent d'insectes, se nourrissent pas forcément de soja ou qu'on utilise aujourd'hui. Ces protéines-là sont de meilleure qualité pour leur alimentation, mais aussi pour leur santé, parce qu'il y a des bienfaits. Il y a des protéines qui ont des propriétés antimicrobiennes, par exemple, donc qui réduisent l'inflammation des intestins des poissons. Et donc, en fait, les protéines qu'on produit sont à la fois plus naturelles dans justement retrouver une alimentation plus naturelle et sont meilleures pour leur santé. Et enfin, permettent de réduire en fait, la pression sur notre environnement, que ce soit en termes de biodiversité. Donc, on remplace, finalement, nous, notre vocation, c'est de dire pêchons moins et on préserve la biodiversité des océans, mais aussi de produire des protéines à plus faible empreinte carbone. Donc là, d'utiliser moins de ressources naturelles, moins d'énergie pour produire un nutriment de qualité et très durable. Est-ce que ces protéines sont également destinées aux hommes, à l'humain ? Alors oui, on peut. Aujourd'hui, pour nous, c'est plutôt des marchés plus long terme, parce qu'il y a tout un travail aussi de convaincre les consommateurs de s'en nourrir. Techniquement, c'est un nutriment très riche et d'ailleurs on en consomme ailleurs dans le monde. En Afrique, en Asie, l'insecte fait partie de la nutrition, de l'alimentation des hommes. En Europe, dans les marchés occidentaux, ça ne fait pas partie de la culture. Et donc, il y a tout un travail aussi. Alors, l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement culturel et très fort, très ancré. Donc, on va mettre beaucoup plus de temps, je pense, à transitionner finalement. Et le secret de ça, c'est trouver la bonne recette. C'est la bonne recette, le bon produit qui va donner envie aux gens, non seulement de le consommer pour des questions environnementales ou pour des questions de santé, mais qui ont le bon goût, qui évoquent les bonnes images, etc., quoi. Je voudrais qu'on vienne sur les étapes, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'idée. Donc l'idée, elle germe à quel moment ? Est-ce que c'est un matin devant, je ne sais pas, la mer, où ça se passe ? Comment jaillit l'idée ? Donc on a créé, donc comment jaillit cette idée d'Innovafeed ? On a fondé l'entreprise en 2016, en mai 2016, on était 4 cofondateurs. Et c'est venu comment ? C'est venu en fait plutôt d'une réflexion un peu... on était à ce moment-là, tous les 4, on avait 7-8 ans d'expérience dans l'entreprise. Les premiers pas d'apprendre, finalement, moi, ma première expérience, ça a été professionnelle, ou mes premières expériences ont été plutôt, pour moi, des choses liées à l'apprentissage. Donc, savoir travailler, connaître différents secteurs. Et petit à petit, j'ai eu envie, en fait, donc j'ai fait du conseil avant de créer Innovafeed, qui était une très belle expérience d'apprentissage. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'être plus acteur, en fait. Et de se dire me poser la question de comment j'ai envie d'utiliser mon énergie, quelle contribution j'avais envie d'amener dans la société. Et c'était une question, je pense, partagée avec ce qui sont devenus mes associés. Donc, on avait envie d'être davantage acteurs. Et de mettre notre énergie au service d'une contribution positive à la société. Et donc notre première... et là-dedans, je dirais, le fait d'être un acteur économique via l'entrepreneuriat, ça nous permettait par rapport à nous, notre parcours, une bonne manière d'amener de l'impact. Et on avait envie de le faire sur un sujet qui allait contribuer au défi climatique, en fait. Et je pense qu'il est le défi de notre génération. Donc, à la base, c'est comment est-ce qu'on peut mieux utiliser notre énergie pour créer une entreprise qui aurait un impact positif. Et là-dedans, en fait, on a eu une démarche assez analytique, rationnelle, de se dire où
où sont les gros sujets, en fait. Et en fait, l'alimentation, on n'en parle pas suffisamment, mais l'alimentation, c'est 1/3 des émissions. Donc, produire de quoi nourrir la planète, c'est 1/3 de nos émissions. C'est énorme et c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Et donc, là-dedans, on s'est dit, mais en fait, réduire l'impact de notre système alimentaire, c'était un défi qui était absolument essentiel parce que ça touche quelque chose de très fondamental. Tout le monde, on a tous besoin de manger. Et on avait besoin, en même temps, de réduire les émissions carbone. Donc, comment on a eu l'idée ? Moi, à ce moment-là, en fait, je travaillais sur des sujets de développement et je rencontre un de mes collègues dans cette boîte de conseil et on est tous les deux intéressés par les sujets de développement. Et donc, on commence un peu, dans le cadre de notre mission, mais aussi en dehors, à parler un peu à refaire le monde, quoi, et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on arrive à nous être davantage un acteur sur ces sujets de développement. Et donc, on réfléchit à, voilà, quels sont les grands sujets du défi climatique. Et un peu en parlant, on se dit, mais en fait, on regarde différents secteurs, on se rend compte en fait que manger, c'est 1/3 de nos émissions. Donc, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'alimentation plus durable ? Et là-dedans, on se rend compte que la production de protéines, c'est le nerf de la guerre. En fait, produire la protéine, c'est le nutriment le plus essentiel pour les hommes. Et qu'on a surtout des problèmes, des défis protéiques dans l'alimentation animale et dans l'aquaculture. En même temps, on parlait déjà un petit peu des insectes, parce qu'à l'époque, en 2016, il y avait déjà des entreprises qui sont lancées là-dedans. Je me rappelle, il y avait des chefs qui parlaient d'ajouter l'insecte justement au menu dans les restaurants étoilés, que c'est un super nutriment, etc. Et du coup, on s'est posé la question, mais est-ce que les insectes, ça pourrait pas être une nouvelle source de protéines ? Ça nécessite peu de ressources pour croître, c'est extrêmement nutritif, c'est bon pour plein de cultures. Si on mettait les deux ensemble, produire à grande échelle des insectes pour nourrir les animaux, en fait, ça peut avoir un enjeu extrêmement important. Et donc là-dedans... Il faut à un moment, il y a une prise de risque importante, c'est se dire, ok, d'abord je me fais confiance, et ensuite il faut trouver les premiers fonds, comment ça se passe effectivement cette période charnière entre quitter un job sécurisant et arriver dans cette part de risque. Je dirais la première chose qui m'a permis de me lancer, c'était de dire, ok, j'ai un sujet qui a du sens pour moi, mais surtout, je rencontre en fait des gens avec qui j'ai envie de prendre ce risque, j'ai envie de faire quelque chose ensemble. Je pense que pour moi, ça a toujours été très important et que j'ai aussi appris dans mes expériences passées. Ce qui est important, c'est bien sûr ce sur quoi on travaille, mais surtout les gens avec qui on le fait. Et en fait, les 4 cofondateurs, on était amis en gros. C'était des amis qui se sont retrouvés avec la même envie de se dire j'ai envie d'être davantage acteur. Et puis, il y a cette idée qui a l'air intéressante. Mais je pense, et en tout cas pour moi, le déclic, c'était c'est un chouette groupe de personnes. Prendre des risques tout seul, c'est vertigineux. Mais quand on est 4, il y a un moment où on se dit, on se regarde dans les yeux, on y va pas, quoi. Et en fait, je pense que l'excitation de faire quelque chose de nouveau avec ce groupe de gens-là, m'a fait basculer. Et le financement au départ, est-ce que vous êtes en fonds propres ? Alors oui, donc on s'est lancé, c'est allé assez vite. Au début, c'est nos fonds propres et c'est aussi, on touchait le chômage. On a vécu pendant 2 ans sur le chômage. Je trouve que là-dedans, en fait, l'État finance d'une manière importante via ces mécanismes-là, l'innovation. Donc, on a vécu sur ça. On s'est dit, on allait travailler. On avait 2 ans, en tout cas, une espèce de filet de sécurité. Et très vite, on a levé des fonds. Donc, au début, auprès plutôt de ce qu'on appelle les business angels. Donc, c'était des gens de notre réseau qu'on connaissait, qui nous connaissaient suffisamment pour nous faire confiance. Et donc, on lève de quoi faire quelques mois d'activité là-dedans et de quoi commencer à construire un projet qui, un modèle économique, des premières preuves de concept, avoir du concret, quoi, à présenter ensuite à des fonds. On a eu aussi beaucoup de subventions. Donc là-dessus, de nouveau, on a fait des dossiers de subventions, on a présenté l'idée, on avait des premiers clients. Ça nous a permis d'avoir du financement public. Et ensuite, on a été dans des séries de levées de fonds avec des fonds d'investissement, de manière beaucoup plus formelle. On a fait une série A donc on s'est lancé en 2016. Première série A un an plus tard, 2017.
Et ensuite, tous les 18 mois, on a refinancé le projet avec des fonds de plus en plus importants. À quel moment avez-vous senti les uns et les autres qu'il y avait un potentiel de développement très important et que vous aviez visé juste ? Je dirais assez vite, parce que le point de départ, et je pense que le point de départ de tout projet entrepreneurial, c'est est-ce que j'ai un marché, est-ce que j'ai des clients ? Et là-dessus, même avant de se lancer dans l'aventure, quand on a eu l'idée, mais on ne savait pas, parce que comme tu le dis, c'est aussi quitter des jobs qui étaient intéressants, confortables, passionnants. Ce qu'on avait fait, avant de se convaincre que c'était la bonne idée, on avait appelé plein de gens pour comprendre toutes les facettes, les complexités autour du sujet. Et évidemment, les premiers qu'on appelle, c'est des potentiels clients. Donc, on a appelé des entreprises qui travaillent dans la nutrition animale, des chercheurs, tout ça. On leur posait en question, mais est-ce que la protéine d'insecte, ça peut vous intéresser ? Et très vite, on a senti la réponse, pour faire simple, c'était oui, clairement. C'est un sujet qu'on connaît déjà, sur lequel la recherche avait été faite depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, on est convaincu du potentiel technique de ça, de la performance nutritionnelle. En fait, ce qui nous manque, c'est des volumes. Donc, si vous êtes capable de produire une grande quantité, nous, on est prêts à vous l'acheter. Et c'est d'ailleurs pour ça que derrière, on a pu lever des fonds, parce que la première chose qu'on amène à un investisseur, c'est de dire « j'ai des gens qui sont intéressés pour l'acheter, quoi. Enfin, j'ai un modèle économique qui se lance parce que j'ai des clients. » Et donc, on a eu des premières commandes assez vite qui ont permis de lancer cette machine. Et ensuite, les retours des clients ont été très positifs. Donc, très tôt, en fait, on s'est rendu compte que c'était une bonne idée, dans le sens où on avait un vrai marché et des vraies demandes. Et en fait, tout le défi était un défi plutôt technique de production. Est-ce que j'arriverais à trouver les technologies de production, les modèles de production qui me permettent de produire ces nutriments-là à grande échelle, à la bonne qualité, au bon coût. Et ça a pris combien de temps avant de trouver la formule, puisque tu dis que c'est ça, au fond, qui permet de produire en volume, en quantité ? Alors, je dirais assez... très tôt et en même temps, c'est assez vite dans le sens où on a pu produire, notre première cible, c'est de produire 1 tonne par jour. On s'est dit 1 tonne par jour, c'était un peu la bonne échelle pour dire on arrive à le faire à grande échelle. Donc mais ça veut dire qu'il faut chercher une usine, un lieu, il faut créer l'usine. Absolument. Pourquoi tel lieu ? Il faut trouver un endroit, pourquoi tel lieu. Là-dessus, on s'est lancé en 2016. Septembre 2017, on ouvrait notre première usine à Gouzeaucourt, dans le nord de la France. Et là encore, c'est des choses qui nous ont beaucoup convaincus parce qu'on arrivait à mobiliser l'énergie. Parce qu'il faut convaincre des villes de nous accepter, convaincre des gens de nous prêter le local. Avoir une usine à insectes, c'est pas quelque chose de évident à aller vendre à des collectivités locales. Donc, on a eu beaucoup de mobilisation autour du projet, des gens qui ont cru en nous. Et donc, dès, je dirais, 2018, on savait produire à grande échelle ces protéines. La question de est-ce qu'on arrive à trouver le bon modèle qui nous permet de le faire à très grande échelle, de manière très rentable, ça reste en fait notre défi. Donc aujourd'hui, et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut en fait construire des usines toujours plus grandes et prouver, enfin vraiment faire le scale-up, ce qu'on appelle le scale-up de cette activité. Donc 2017, on a eu notre première usine. 2020, on a ouvert notre première grande usine. Donc là, on n'est plus sur 1 tonne jour, on est plutôt sur du 100 tonnes jour de protéines qu'on est en train de mettre à échelle, quoi. Donc on augmente nos capacités de production au fur et à mesure et on espère dans 2 ans faire la preuve qu'à cette échelle-là, on peut encore être rentable. Aujourd'hui, vous avez 350 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire finalement les 3-4 éléments chiffres importants du stade où vous êtes aujourd'hui, 8 ans après ? Oui, donc 8 ans après, on est en effet 350 collaborateurs. On a 2 usines qui tournent dans le monde, dont donc les 2 usines sont aujourd'hui dans le nord de la France. À Gouzeaucourt et à Nesle, qui par ailleurs est la plus grande usine de production de nutriments d'insectes au monde. On est en train d'ouvrir d'autres sites. Donc on est dans une phase d'expansion de nos capacités de production. Donc on étend notre site sur Nesle et on ouvre un site aux US cette année, donc aux États-Unis. On a un carnet de commandes qui se chiffre, l'ordre d'idée, c'est 1 milliard d'euros sur les 10 prochaines années.
Donc nos volumes sont déjà vendus avant d'être produits. Et on a un vrai défi en fait, d'accélérer notre capacité de les produire pour pouvoir servir nos différents clients qui sont partout dans le monde. Est-ce que tu as rencontré dans ton parcours d'entrepreneur des difficultés éventuelles? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Et quand il y a doute, comment tu les contournes? Est-ce que tu as une sorte de formule que tu pourrais délivrer effectivement? Je ne sais pas si vous avez rencontré des doutes parce que quand même les choses se sont développées de manière extrêmement fluide. Mais voilà, dans un parcours d'entrepreneur, le mental est important. Comment on se construit ce mental? Comment on le développe? Je dirais, les moments de doute, on est assez convaincu aujourd'hui, et après 8 ans d'expérience, de l'objectif final de ce qu'on est en train de faire, et du sens, et de l'intérêt, des enjeux. Ça, je dirais, il n'y a jamais eu doute, et tout ce qu'on fait aujourd'hui renforce notre conviction. Par contre, le chemin de l'entrepreneuriat, construire une entreprise, développer ses activités, c'est plein de hauts et de bas. Et donc des moments de ça marche pas comme on veut, des défis qu'on pensait, en fait de nouveaux défis qui se présentent, des difficultés, ça, j'ai envie de dire, c'est tous les jours. Et là-dedans, je dirais, moi, ce qui me permet de le dépasser, c'est toujours, je reviens toujours aux gens en fait qui nous accompagnent, que ce soit moi individuellement, mais aussi en tant qu'équipe. Et je trouve que, typiquement, démarrer à 4, c'est pas du tout la même chose que démarrer tout seul. Le fait d'être entouré, d'avoir des gens qui sont là, de ne pas croire tout seul, mais de commencer à être 4 à croire. Donc, même les idées les plus folles, en fait, paraissent beaucoup moins vertigineuses, quoi, en tout cas. Ensuite, je pense qu'on a su développer une équipe vraiment de qualité. Donc, 350 personnes, des vrais talents. Et autour de l'entreprise, on a tous nos partenaires, que ce soit nos clients, on considère comme des partenaires évidemment, que ce soit nos investisseurs, que ce soit les collectivités, les pouvoirs publics qui nous soutiennent. En fait, c'est vraiment cette mobilisation globale des gens qui nous aident dans les moments de difficulté à ne pas se sentir tout seul et aussi qui nous aident à trouver des solutions, quoi. La relation d'associé, c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez un rituel, vous, en tant qu'associé? Et quel serait ce rituel? Quels sont-ils, s'il y en a? Alors, je pense qu'on a eu la chance qu'on présentait toujours, pas toujours comme d'ailleurs un atout, mais que moi, je considère comme la chance d'avoir démarré avec des gens avec qui on était des amis. Ce qui est un premier capital de confiance qui est extrêmement fort. Et un des rituels qu'on avait avec ce groupe de cofondateurs, c'est qu'on se parlait régulièrement. Au début, alors je prends une anecdote, mais qui a son importance, on a eu nos premiers laboratoires à Évry. Donc on habitait tous à Paris, et Évry, c'est à 1h30 de route. Et en fait, tous les matins, on y allait dans la même voiture. Et donc tous les matins, on avait cette heure et demie de juste être ensemble, quoi, et de débriefer, de parler, et le fait, et donc il y a plein de choses qui se décantent en ce moment-là. C'est pas du formel, mais c'est juste le fait de se dire les choses qui se passent par la tête, et petit à petit on voit aussi émerger des thèmes peut-être qu'on reprenait de manière plus. Et donc ce rituel-là, sur les 2 premières années de notre vie, c'était des choses, c'est pas forcément voulu, mais c'est le moment de se retrouver de manière un peu informelle et de partager sur tout. Ça a été extrêmement important. Et ensuite, une fois qu'on a eu ce rituel, qu'on a essayé de pérenniser, donc on se voit toujours très régulièrement sur des plages de temps assez longs, 2-3 heures. Ça peut être un déjeuner qui déborde, mais où en fait il y a ce partage. Et là encore, c'est pas forcément du formel, c'est pas une réunion où on acte des choses, mais c'est des moments de partager, que ce soit des avancées ou des doutes. Comment je me sens? Comment l'autre se sent, quelles sont les intuitions qui me viennent en ce moment. Toutes ces choses-là, en fait, c'est extrêmement important. J'ai lu qu'il y avait 80% de femmes la première année parmi les recrues. Est-ce que tu peux revenir sur effectivement cette proportion de 80%? Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était un choix? Alors d'abord, moi je trouve, on entend beaucoup parler de... mais les femmes prennent moins de risques, elles sont
et elles entreprennent moins parce qu'elles prennent moins de risques, etc. Et moi, je trouve que nous, notre expérience a toujours été tout le contraire, quoi. La première année, alors qu'on n'avait rien, qu'on avait quasiment qu'un concept, une idée, je pense que sur les 10 personnes qui nous ont rejoints et sur des postes clés, il va y en avoir 9 de femmes. Donc, ça a été extrêmement frappant. Et je pense derrière, ça a eu un effet boule de neige important. C'est que, en fait, finalement, des femmes attirent des femmes, quoi. Enfin, dans le milieu de la tech, où on entend beaucoup des choses dire les femmes pensent que c'est pas pour elles, et c'est vrai, ces milieux qui sont très masculins, c'est le cas aussi de l'industriel, on est un peu à cheval entre la tech et l'industrie, ça peut faire peur. Et je pense que le fait d'avoir eu des femmes, et des femmes, du coup, quand on faisait nos entretiens, que des candidates voyaient réellement en face d'elles des femmes, ça nous a beaucoup aidé derrière à attirer beaucoup de talents femmes. Et comme disait Nadège, on est aujourd'hui encore 40% de femmes sur tous les niveaux en fait, de l'entreprise. Est-ce que tu expliques ce mouvement vers InnovaFeed des femmes ? Est-ce qu'il y a une raison ? Je pense que la première chose, et peut-être un peu les mêmes raisons qui, moi, m'ont poussée, c'est les femmes prennent des risques lorsque le sujet est important pour elles. Et je pense qu'il y a une très forte sensibilité des femmes sur les sujets d'impact. Donc il y a un premier facteur d'attrait. Beaucoup plus, je dirais et surtout là encore, dans le contexte de la tech, beaucoup moins sur des sujets d'hypercroissance. On entend... et donc, je pense que nous, quand on a essayé de recruter des femmes, on sentit que c'est jamais... Enfin, je veux dire, et c'est toujours un peu schématique ce qu'on va dire, forcément, mais que le côté rejoint une entreprise qui est en hypercroissance, on va aller beaucoup plus vite que tous les autres, ça pouvait faire peur. Et que ça marchait pas beaucoup pour l'attirer. Et en fait, à un moment, on a changé un peu de discours en disant, mais en fait, voilà ce qu'on essaye de construire. C'est pas évident. On a besoin d'aide. Est-ce que toi, tu serais intéressé de nous aider à contribuer sur ce projet-là ? Là, on avait quelque chose une réaction beaucoup plus positive. Et donc, je dirais, le sens de ce qu'on fait attire. Et 2, je reviens aux gens. Je pense que c'est là où le fait de voir qu'il y a des femmes qui le font, forcément, je pense qu'on se dit plus, si je vois d'autres femmes rejoindre cette aventure, c'est probablement pour moi, quoi. Donc je dirais que c'est les 2 facteurs qui nous ont permis d'attirer et continuer d'attirer des talents femmes. En quoi la complémentarité des intelligences hommes-femmes apporte-t-elle quelque chose à cette entreprise en hypercroissance ? En quoi ? C'est-à-dire, est-ce que tu as pu mesurer le bénéfice de cette complémentarité ? Est-ce que, c'est vrai que c'est difficile de genrer les comportements, mais néanmoins, est-ce que vous avez pu l'éprouver, le bénéfice ? Alors, je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Je trouve que le premier, c'est une question de dynamique. Alors moi, j'ai entendu plein d'études parler d'entreprises qui durent plus longtemps lorsqu'il y a des femmes parmi les fondateurs. Et ce que je trouve assez intéressant, et moi, je pense que je l'explique par une dynamique qui est... je ne sais pas si c'est propre aux femmes, mais je pense que c'est juste dans un groupe où il y a de la diversité, dans ce large, il y a plus de sérénité, il y a moins de cet effet de groupe, tout le monde commence à se comporter de la même manière parce qu'il y a une dynamique de groupe, mais que alors les femmes qui sont à un point de diversité amènent plus de sérénité, permet à chacun d'être plus soi en fait, de se dire, donc je trouve que ça calme un peu le jeu. Par rapport à des groupes exclusivement masculins, ou même des groupes aussi exclusivement féminins. Hein. Je pense que moi, je sens toujours un peu un côté, alors, le combat de coq, qui est un phénomène très, dans les groupes de gars, quand il y a une femme là-dedans, ça prend moins, quoi. Et donc, je pense que ça permet d'avoir des discussions plus intelligentes, où on a plus d'opinions différentes, où on arrive du coup à voir plus nos options, et à faire des choix qui sont plus intelligents. Et je pense que le 2, c'est que ça contribue aussi à l'épanouissement de soi,
parce que cette autorisation à être un peu différent, et en fait on est tous différents, que l'on soit homme ou femme, parmi les hommes, tous les hommes sont différents. Voir la différence autour d'une table donne l'autorisation de l'être et de l'être plus sereinement, quoi. Et donc je pense que les gens sont aussi plus épanouis, donc plus constructifs, ils sont pas obligés d'adopter le même modèle que, enfin là encore, rejoint un peu cette vision de dynamique de groupe, quoi. Donc ça, moi je le vois beaucoup, et je le vois, mes associés le voient, et je pense de manière générale, j'ai beaucoup d'échos dans l'entreprise où en fait même des hommes qui travaillent dans des environnements très masculins, on a des équipes qui sont plus masculines que d'autres, me disent souvent là, je sens qu'on est un peu trop. Ce serait bien de. Là, on a un peu trop ce côté coq ou un peu tendu. Et en fait, c'est vachement mieux quand on a une ou deux collègues femmes dans la discussion, quoi. C'est super, il faut qu'on fasse vite parce que effectivement le temps file pour vous aussi. Les grands enjeux d'Innovafeed pour est-ce qu'on peut dire les prochains 2 ans, ou quels sont-ils? Alors là, je parle j'ai 15 ans, hein, donc je suis au lycée, je t'écoute. Oui, c'est un bon point. Alors les grands enjeux, nous, on a un enjeu de production, et donc de réussir à croître notre production et à faire notre scale-up, ce qu'on appelle scale-up, qui est de produire plus, toujours plus, suffisamment pour honorer nos carnets de commandes. Et ça passe par des défis technologiques. Donc c'est très technique comme sujet. Faire fonctionner une usine, de savoir organiser les différentes équipes pour être efficace dans ce qu'on fait au quotidien, pour résoudre les nombreux problèmes, que ce soit opérationnels, technologiques, etc. Et donc là-dessus, je trouve qu'il y a un vrai sujet de comment s'organiser pour monter pour développer notre technologie de production et pour produire plus. Il y a un deuxième enjeu qui est celui de s'étendre, donc de répliquer notre modèle sur d'autres géographies, de construire plus de sites, de se développer à l'international. Alors, et pas seulement, parce qu'on a aussi d'autres beaux projets en France ou en Europe, plus proches de chez nous. Mais ce côté de, en fait, réussir à répliquer ce qu'on a fait sur une usine, mais sur plusieurs usines. Donc là encore, c'est comment je m'organise, comment est-ce que je recrute. On a ouvert un bureau aux États-Unis l'année dernière, donc comment est-ce que je reconstruis une équipe là-bas, trouver les bons talents, arriver quand même à faire parler des cultures très différentes, donc à garder l'unité de l'entreprise et son efficacité, sa force de frappe dans l'alignement des gens, alors qu'on s'étend on s'éloigne les uns des autres, quoi. Donc je dirais que c'est vraiment ces deux-là, ces 2 gros défis pour les 2 prochaines années. Pour moi, vous représentez l'entreprise d'aujourd'hui ou de demain, mais on peut considérer que le futur c'est aujourd'hui déjà, avec peut-être aussi une gouvernance différente. Est-ce que c'est un sujet important pour vous, la gouvernance, c'est-à-dire le rapport à l'autre? Tu disais effectivement entre associés, les collaborateurs qui te remontent des échos positifs sur la mixité, etc. Mais la gouvernance, c'est un vrai sujet, puisqu'on voit bien que de plus en plus souhaitent d'une génération déjà qui suit la tienne, veulent être entrepreneurs. Ça, c'est un sujet, je présume, la gouvernance. Oui, absolument, absolument. C'est un sujet très important pour nous, mais pour l'ensemble des personnes qui nous rejoignent. Et je dirais, je pense que le point sur lequel on travaille énormément, c'est on est un projet qui mobilise de par son sens. Et quelque chose qui caractérise, je pense, nos équipes, c'est un fort niveau d'appropriation de ce projet. C'est important pour chacun d'entre nous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à mobiliser cette intelligence-là en donnant du pouvoir, en donnant de la responsabilité, l'autonomie à chacun des membres de l'équipe Innovafeed, tout en gardant quand même, réussissant à être aligné et efficace dans ce qu'on fait. Si je le dis simplement, on a envie que tout le monde participe, soit beaucoup plus participatif dans les décisions qu'on prend, les comprenne, propose des bonnes idées, parce qu'on se rend compte de la puissance de l'intelligence collective, qui appelle à d'autres modes de gouvernance, beaucoup plus de collaboratif, beaucoup plus de transversal, beaucoup plus de participatif. Et en même temps, le collaboratif, le participatif, en fait, demande de l'énergie ça met du temps, quoi. De décider à 2, c'est pas du tout la même chose que décider à 20, décider à 100, décider à 200. Et or, on a besoin d'aller vite.
Et donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre laisser chacun s'approprier le sujet, être responsabilisé sur le sujet et prendre des décisions, et en même temps, assurer que tout le monde reste aligné sur un même objectif, de garder du focus. Ça, en fait, ça demande je pense que c'est ça le sujet de la gouvernance, quoi. Et ça demande beaucoup d'énergie en termes de quel modèle managérial tu veux mettre en place. Quel est le rôle et la responsabilité de chacun, à la fois dans ce que chacun doit faire, mais ce que aussi les limites de ces responsabilités. À quel moment c'est plus à moi de prendre ces décisions. Comment je communique, quelle information je donne pour que chacun puisse comprendre la mission, les objectifs de l'entreprise. Et évidemment, travailler aussi sur, je dirais, et vous couperez, parce que je me rends compte que je suis un peu longue dans ce que je dis, je pense qu'il y a aussi un point qui est très important, qui est, on travaille sur des sujets d'impact. Nous, le focus, c'est l'environnement, mais pas seulement. Autour de l'impact, il y a des vrais aussi questionnements de l'intérêt des gens sur des réflexions presque sociétales, quoi, de moi, pas seulement comme un acteur économique, mais aussi comme citoyen. Et donc, c'est comment est-ce qu'on interagit aussi avec l'équipe sur des sujets qui ne touchent pas seulement au cœur de ce qu'on fait, mais parler de l'impact plus globalement. C'est le cas sur l'environnement, c'est évidemment le cas sur la diversité, sur l'inclusion. Et donc, animer ces discussions-là au sein de l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est important et très demandé, et sur lequel, en fait, on doit, en tant qu'entreprise, aussi agir et faire contribuer tous les membres de l'équipe. Mais c'est un point important pour vous, en tout cas, c'est un des grands sujets pour vous, c'est effectivement d'amener ces valeurs, c'est ça, et que chacun trouve sa place. Absolument. Par exemple, si je vais être un peu plus concret, on a une initiative qui s'appelle Innovalai, qui parle des sujets d'égalité homme-femme. Et donc on a des animations régulières autour de ces thèmes-là. On a notre propre mini-réseau social au sein de l'entreprise, où en fait on va poster du contenu, où les gens vont agir, amènent des idées. Ça ne concerne pas le cœur de notre activité aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est suffisamment important pour que, en fait, on le prenne en compte et qu'on en discute et qu'on développe des réflexions communes, parce que c'est important pour les gens et qu'aujourd'hui, l'impact je pense que c'est des approches qui sont systémiques. L'impact environnemental ne se fera pas penser le monde de demain ne pourra pas se faire qu'avec des hommes. Donc, penser le monde de demain demande de penser le monde en étant avec des gens en incluant toutes les personnes qui sont concernées par ce monde de demain. Et donc, on a des approches assez systémiques pour réfléchir à nos différentes thématiques. Non, je me disais, Aude, tu as, toi, un rôle modèle, quelqu'un qui t'a inspiré, puisqu'on en parlait il y a voilà, une personne, mais ça peut être n'importe quoi, dans le théâtre, dans la danse, etc. Tu vois, c'est tout l'univers. Non. Et je trouve que c'est très difficile de répondre à ces questions, et la manière dont toi tu as commencé à l'adresser tout à l'heure, je trouve ça intéressant, parce que ce qui me vient à l'esprit au départ, c'est pas une personne en particulier. En revanche, ce que je trouve hyper utile, c'est d'avoir plein d'exemples, au contraire. Et je trouve la notion de rôle modèle, en fait, moi j'aime bien la notion d'exemple, de dire, en fait, moi, ce qui a été utile pour moi, je pense, c'est de voir des femmes réussir à faire plein de choses différentes. Et je pense qu'on a besoin du nombre, en fait, pour s'y retrouver. Et je pense qu'on a besoin d'exemples, que ce soit des bons ou des mauvais exemples aussi. Je pense que je n'ai pas une pensée suffisamment synthétique sur le sujet pour... je ne sais pas comment vous allez l'éditer, mais les gens qui m'inspirent, en fait, c'est des gens qui arrivent à s'épanouir de manière très différente sur plein de domaines. Donc, bien sûr, aujourd'hui, et je pense que c'est extrêmement nécessaire, on voit des femmes qui occupent des rôles de pouvoir. Ça, je pense que c'est super. Il faut que ça continue de l'être.
Mais je pense qu'on a aussi... Enfin, en fait, c'est là où moi j'étais très sensible à ta démarche, parce qu'on a juste besoin de voir qu'il y a plein de femmes qui arrivent à s'épanouir sur plein de modèles différents. Et c'est la multiplicité de ces modèles-là qui, moi, me donne de l'énergie, qui me permet de choisir ma propre voie, qui est forcément différente, en fait, de ce que quelqu'un d'autre aurait fait. Et je trouve que quand je regarde mes associés ou des figures, ou des gens de manière générale et des hommes qui m'inspirent, en fait, c'est des gens qui ont construit leur propre chemin, qui a toujours été très atypique, en fait. Et je me dis, moi, ce qui m'inspire, c'est lorsque je vois une femme qui est vraiment réellement épanouie dans ce qu'elle a réussi à faire et qui est souvent très différente des parcours très atypiques, quoi. Et donc, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas un seul modèle en tête, mais dans plein de situations différentes, je vais penser à différentes femmes que j'ai eu la chance de connaître dans mon parcours. Et c'est cette multiplicité, je pense, qui m'inspire.